Eh bien, rebonjour à tous. Bienvenue à ce 6e webinaire des rendez-vous d'OncoPL. Aujourd'hui, nous allons parler du DCC comme outil support du programme personnalisé de soins. Nous sommes le mardi 4 juin 2024 et nous allons être ensemble pour 1h30 de 14h à 15h30. Un grand merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire et un grand merci également à nos intervenants. Donc cet après-midi se découpera en 3 temps. Le premier temps sera présenté par le docteur Fabienne Empereur, qui est directrice et médecin coordonnateur d'OncoPL, qui nous parlera du PPS dans le parcours de soins du patient, avec quelques rappels de définition, un point sur la réforme des autorisations également. Ensuite, nous aurons un temps d'échange important, donc qui est le temps le plus important de cet après-midi, avec 2 retours d'expérience qui nous seront proposés par le docteur Catherine Ligeza et le docteur Émilie de Carly, donc pour 2 établissements distincts, le CHU d'Angers et la clinique mutualiste de l'Estuaire. Et nous terminerons par un temps donc présenté par Mathilde Camponne sur comment OncoPL justement peut vous aider à intégrer le PPS du DCC dans vos pratiques. Sans plus attendre, je laisse la parole au docteur Empereur. Merci Johanna. Donc je vais commencer par la partie définition, un petit peu pour recadrer un petit peu le contexte du PPS, avec la place, voilà, donc dans le parcours de soins. Merci. Alors pour démarrer, je voulais juste vous rappeler ce petit schéma que nous on aime bien en COPL présenter à chaque fois qu'on fait nos interventions, qui vous rappelle et qui nous rappelle à tous le parcours idéal de soins en cancérologie. C'est un parcours qui vient du premier plan cancer, donc ça commence à dater maintenant, mais qui est toujours d'actualité. Et vous le voyez sur ce schéma, donc le patient qui va passer par les différentes étapes qualité de la prise en charge de son cancer, et notamment la partie RCP, la partie annonce, bien sûr la partie traitement, et puis tout l'accompagnement qu'il y a autour avec les médecins, tant de la ville que de l'hôpital, les soignants, les pharmaciens et aussi des associations quand il y a besoin de recours aux associations. Ce qui est important dans ce schéma, c'est que vous avez différents jalons qui sont ce qu'on appelle les axes qualité du plan cancer, hein, la RCP, l'annonce, etc., qu'on connaît bien. Et donc, dans ce schéma, au moment de l'annonce, eh bien, dans le plan cancer, il est dit que l'on doit remettre au patient un programme personnalisé de soins, autrement dit le PPS. Donc, c'est vraiment un point central du parcours de soins et qui doit être un document remis au patient. Et donc, c'est là-dessus qu'on va travailler cet après-midi. Diapo suivante. Alors, le PPS, une définition relativement simple. C'est un document, déjà, simple, informatif et qui est destiné aux patients. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Le PPS, il a vraiment été mis en place et en avant lors des états généraux des patients atteints de cancer qui datent de la fin des années 90, donc début 2000, au niveau du premier plan cancer, parce que les patients avaient besoin d'une information qui leur était destinée, qu'ils pouvaient comprendre et qui leur était expliquée. Donc le PPS, déjà, c'est un document simple et informatif qui doit être compris par le patient. Dans ce document, on retrouve quoi? On retrouve un plan de traitement qu'on va dire actif, type chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, et aussi les soins de support. Donc on est d'accord que dans le PPS, on a toutes ces informations, les traitements actifs et les soins de support. Les étapes de surveillance du traitement, les effets indésirables liés au traitement qui peuvent être inscrites ou mises en pièce jointe de ce PPS, données en plus de ce PPS. Le patient doit pouvoir aussi trouver très rapidement dans ce document les équipes qui vont le prendre en charge, donc savoir s'il va être pris en charge dans tel établissement ou dans tel et tel établissement, parce que peut-être que pour la chirurgie et la chimiothérapie, il n'ira pas au même endroit. Et aussi, le cas échéant, les structures de soutien et d'information qu'il peut contacter. Donc on comprend déjà sur cette diapositive que le PPS doit être une vision globale du parcours de soins. Et ça, c'est très important par rapport à la diapo suivante, s'il te plaît, Mathilde. C'est ce que n'est pas le PPS. Donc le PPS n'est pas un outil de coordination entre professionnels. Il y contribue, bien entendu, puisque ce document, on va le remettre au patient, mais on va aussi l'envoyer au médecin traitant. Et on le verra tout à l'heure, grâce au DCC, il va circuler entre les différents professionnels. Mais c'est un outil de coordination dans la communication avec le patient. C'est vraiment, de base, destiné au patient. Ce n'est pas un outil d'évaluation des besoins en soins de support. Pour évaluer les besoins en soins de support, on a des outils pour ça. Il y a des grilles d'évaluation, il y a des questionnaires, il y a enfin tout un tas d'outils. Par contre, dans le PPS, on va retrouver le résultat de ces évaluations sous la forme
de consultation, par exemple, avec une diététicienne, avec une assistante sociale, avec un algologue. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que le PPS doit tracer ses soins de support, mais ce n'est pas le document qui fait la grille d'évaluation. C'est bien deux choses différentes. Et enfin, le PPS, ce qui ne l'est pas non plus, c'est un plan détaillé de soins. Ça peut l'être, on le verra tout à l'heure dans les différentes possibilités. On peut faire un PPS ultra détaillé, mais généralement, le PPS que l'on va nous favoriser dans le DCC ou même dans les discussions qu'on a pu avoir avec la plupart des confrères dans la région, c'est plutôt un plan macro pour que le patient ait une vision d'ensemble de son traitement pour l'année qui vient et pas forcément les dates de rendez-vous très précises parce que l'on sait que quand on va remettre le PPS au patient, par exemple lors de la consultation d'annonce, il est fort probable qu'il va y avoir des décalages dans le temps et qu'il va y avoir des réajustements. Donc, c'est bien que le patient parte de cette consultation d'annonce avec un document qui lui donne une vision d'ensemble des différents types de traitements qu'il va avoir, des séquences dans le temps, est-ce qu'il aura la chimio avant, la chirurgie ensuite ou l'inverse, des plages de mois et de semaines dans lesquelles il va être peut-être obligé de rester dans telle ville pour avoir sa chimio, sa radiothérapie. Mais peut-être que ce PPS, on ne va pas aller jusqu'au détail du rendez-vous à 14h15 et puis la consultation la veille. Et puis, sinon, c'est beaucoup trop d'informations. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu. Donc là, ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. C'est un document pour le patient avec une vision macro des soins curatifs et des soins de support, avec des informations aussi d'adresse et de numéro de téléphone, mais pas ultra détaillé comme un plan de soins. Diapo suivante. Alors, la remise du PPS, alors ça c'est toujours le point d'achoppement, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, ça a l'air super facile. Hein. Généralement, l'INCa nous le dit d'ailleurs, hein, c'est au moment de la consultation d'annonce, on remet un PPS. Dans la vie de tous les jours, c'est pas si facile, parce qu'en finalement, il n'y a pas une consultation d'annonce, mais plusieurs temps d'annonce. On l'a vu l'année dernière quand on avait fait notre journée à annonce au niveau de la région. Il y a plein de temps d'annonce différents. Il va y avoir, on va déjà annoncer un peu avant la RCP, ensuite on va annoncer les traitements après la RCP, et puis il y a l'annonce du traitement chirurgical, il va y avoir l'annonce des traitements oncaux. C'est pas fait forcément par la même personne. Et tout va dépendre aussi de l'organisation dans le service. On peut avoir des services qui sont organisés avec le médecin, puis l'infirmière d'annonce, éventuellement parfois des secrétaires d'annonce. Si on est en radiothérapie, on a aussi les mères qui interviennent. Donc, la remise du PPS, elle n'est pas uniforme. Et nous, ce qu'on voulait aussi, lorsqu'on a fait ce travail de réflexion sur le PPS au niveau du réseau, c'était de se dire, d'accord, on remet un PPS au patient dans la consultation d'annonce, au moment de la proposition thérapeutique, mais en fait, il y a plusieurs temps, il y a plusieurs moments où on peut lui remettre un PPS. Parce que ce PPS, il est évolutif. Si je prends l'exemple d'un patient qui doit avoir plusieurs séquences de traitement du type chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, ce patient, il va rencontrer un chirurgien, il va rencontrer un oncologue médical, il va rencontrer un radiothérapeute, et peut-être que les informations qui vont être données à ces 3 temps, elles vont être complémentaires. On ne va pas demander au chirurgien d'expliquer tout le traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, tout comme l'oncologue ne va pas expliquer l'acte chirurgical. Donc, on voit bien que ce PPS, il doit être évolutif et complété. Donc, on va essayer d'avoir un document qui va pouvoir être évolutif, qui va pouvoir être remis par plusieurs personnes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce document, lorsqu'il va être remis au patient, il faut évidemment qu'il soit accompagné d'explications. Ce n'est pas un document qu'on remet comme ça simplement, c'est forcément un document support des explications orales. Et par contre, et ça c'est bien dit dans le référentiel de l'INCa, cette remise, elle se fait sous la responsabilité du médecin référent de la séquence de soins. Attention, ça ne veut pas dire qu'il doit être remis par le médecin obligatoirement. Si c'est comme ça que vous le faites, c'est très bien, mais vous pouvez vous organiser autrement, sachant que le PPS, il est remis sous la responsabilité du médecin référent de la séquence de soins. Autrement dit, si je suis dans la séquence de soins de chimiothérapie, alors la personne qui va remettre le PPS au patient, elle le fait sous la responsabilité de l'oncologue référent. Donc c'est important parce que lorsqu'on lit les documents de l'INCa sur le référentiel PPS, les choses sont assez simplifiées. C'est-à-dire qu'on remet un PPS dans la consultation d'annonce, c'est le médecin référent qui le met, qui le redonne, qui le remet, alors qu'en vrai, on sait bien que ce n'est pas si facile que ça parce qu'il y a plusieurs temps différents pour la remise du PPS. Diapo suivante. Alors, on a fait une petite diapo parce que c'est pour nous amener doucement vers la partie DCC, mais sur la circulation du PPS. Alors, évidemment, on l'a vu que depuis le début, c'est un document qu'on va remettre au patient. Alors, généralement, on lui remet en papier pour le moment. Après, on verra qu'à la fin de la diapo, il y a mon espace santé, mais pour le moment, souvent, le PPS est remis en format papier. Et parfois, finalement, le vecteur du PPS, ça va être le patient.
Le patient, il part avec son PPS, il revient à une consultation suivante avec son PPS, il emporte son PPS pour voir un autre médecin. Ça, c'est dans le meilleur des cas, hein, s'il ne l'a pas laissé chez lui. Mais voilà, c'est quelque chose que normalement, il a avec lui. Ce n'est pas forcément la situation idéale. On est d'accord que le patient n'est pas forcément la personne qui doit être le vecteur principal de la circulation de cette information. Autre façon de faire circuler l'information, c'est aussi le courrier, puisque logiquement, et ça c'est marqué aussi dans le plan cancer, le PPS qui est remis au patient, il doit être transmis par courrier, enfin transmis au médecin traitant et aux différents médecins correspondants du patient. Donc ça voudrait dire que lorsqu'on remet en papier le PPS au patient, on est censé l'envoyer par courrier postal au médecin traitant, au médecin référent, aux différents médecins qui prennent en charge le patient. Encore plus vrai lorsque le patient est entre différents établissements. Donc nous, on voulait vous proposer cet après-midi une solution qui est le DCC, puisque dans le dossier communicant de cancérologie, que la plupart d'entre vous connaissent pour la partie RCP, on a la possibilité d'intégrer le PPS. On peut le générer directement dans le DCC, et donc ensuite, le PPS est porté par le DCC. Et vous allez le voir tout à l'heure dans le rétexte que va vous faire Catherine, et puis ensuite la discussion qu'il y aura avec Émilie, puis ensuite avec Mathilde et Johanna. Vous allez voir qu'on a mis en place dans le DCC un module PPS qui permet d'avoir différentes fonctionnalités qui aident à la transmission d'informations. Une première chose à savoir, c'est que ce PPS au sein du DCC, il va être accessible à chaque professionnel du parcours. Tout à l'heure, je vous ai dit, le patient, il voit un chirurgien, il voit un oncologue médical, il voit un radiothérapeute, il voit l'infirmière d'annonce, il voit peut-être un maire, il voit peut-être une secrétaire d'annonce, tout dépend comment vous êtes organisé. Eh bien, vous allez, grâce au DCC, avoir accès à ce PPS. Et surtout, et c'est ça l'intérêt vraiment de l'outil dans le DCC, c'est que vous allez pouvoir compléter vos propres parties. Donc, on peut avoir un PPS évolutif sur une prise en charge d'un patient avec la partie remplie par le chirurgien, la partie remplie par l'oncologue, la partie remplie par le radiothérapeute, etc., etc. Ça, c'est une première chose intéressante, c'est qu'il est complété par différents professionnels. Il est accessible à tous les professionnels aussi, même les professionnels du premier recours. C'est-à-dire que si des médecins traitants ou des infirmières de ville ou même des pharmaciens demandent l'accès au DCC, ils auront accès au PPS du patient sur le DCC. Et puis surtout, on a fait un lien entre le module PPS du DCC OncoPL avec le module RCP du DCC OncoPL. Et donc, il y a un certain nombre d'informations qui sont dans la fiche RCP qui vont directement basculer dans le PPS. Bien entendu, les données d'identité, ça c'est classique, mais aussi des données de la proposition thérapeutique. C'est-à-dire que si en RCP, on a fait une proposition de type chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, ces propositions qui sont données dans la fiche RCP, elles remontent directement dans le PPS, tout en laissant la possibilité de les modifier, puisque vous le savez, la RCP va faire une proposition thérapeutique, alors que c'est au moment de la consultation que l'on va faire la décision thérapeutique qui reprend les éléments de la fiche RCP, les complète, les renforce, ou peut-être, dans certains cas, eh bien, les change, mais dans ces cas-là, il faut un argumentaire. Donc voilà l'intérêt de l'outil. Et puis, la dernière façon de circuler, et c'est important que vous, quand même vous soyez au clair avec ça, c'est mon espace santé, puisque vous savez maintenant, tous les patients, enfin tous les citoyens français ont un dossier, un DMP, un espace santé, même si vous ne l'avez pas forcément utilisé. Mais à terme, eh bien oui, dans mon espace santé, on devra avoir le PPS des patients et il devra remonter dans mon espace santé. Donc voilà, diapo suivante, s'il te plaît. Alors là, Mathilde, je vais te demander d'être au taquet pour les petites animations. Là, donc, je voulais vous dire quelques mots sur la réglementation pour vous parler du PPS dans les différents textes qui existent au niveau national. Donc, le PPS, on l'a vu dans le premier schéma tout à l'heure, il a toute sa place dans le parcours de soins idéal du patient atteint de cancer. On l'a vu aussi, ce schéma, il date du premier plan cancer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les plans cancer 1, 2 et 3, puis dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers, on en parle. On verra tout à l'heure. Deuxième bulle. Au niveau régional, il y a aussi une action dans la feuille de route régionale de l'ARS de lutte contre les cancers sur cette information, le PPS. La troisième bulle. On a bien entendu l'INCa qui est plutôt le référentiel métier et qui a publié 3 référentiels sur le PPS. Le dernier date de 2019, donc avec les informations que je vous ai montrées tout à l'heure qui sont issues de ces référentiels. Et enfin, dernière bulle, c'est
le décret ministériel donc, de 2022 sur la réforme des autorisations des établissements autorisés au cancer, dans lequel on parle du PPS. Alors, j'ai sorti dans la diapo suivante un extrait de ces différents textes pour vous montrer ce qu'il en est. Au niveau des plans cancer, on a cette information qui est quand même capitale, faire bénéficier 100% des nouveaux patients atteints d'un cancer d'une synthèse du parcours thérapeutique prévisionnel sous la forme d'un PPS. On est bien dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bien une synthèse du parcours thérapeutique et c'est bien 100% des patients. Donc c'est pas, alors c'est vrai que c'est pas simple parce que on le conçoit très bien pour certains patients qui vont être juste avoir une intervention chirurgicale ou juste une surveillance, on va peut-être se reposer beaucoup sur les oncologues médicaux, les oncologues radiothérapeutes pour faire le PPS, mais en vrai, 100% des patients qui ont un cancer devraient avoir un PPS. Alors bon, on n'y est pas encore, mais voilà, on tend vers ça. Ça, c'est issu des plans cancer. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la stratégie décennale. C'est un point important, c'est de développer des outils pertinents d'interface et d'échange, notamment le DCC, pour la production et la mise à disposition des documents tels que le PPS. Donc, la stratégie décennale de lutte contre les cancers souligne ce point important de dire il faut développer des outils numériques type le DCC pour produire des PPS ou au moins les mettre à disposition. Donc, quand on parlait du véhicule, le véhicule qui est utilisé pour le moment, principalement, ça doit être le DCC. Troisième bulle. Là, on est dans la feuille de route régionale de l'ARS qui a une action très concrète qui s'appelle, pour les Pays de la Loire, déployer l'outil PPS régional intégré au DCC. Bon, ça s'arrête là, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que l'ARS soutient donc cette mission. Et enfin, et non des moindres, ça c'est le texte de la réforme des autorisations, donc le décret du 26 avril 2022. Vous savez que tous les établissements autorisés à la prise en charge du cancer vont renouveler leur demande d'autorisation avec une fenêtre d'ouverture qui sera en début 2025. Et dans ce texte sur les autorisations, il y a un chapitre sur les éléments qui doivent être partagés. Donc, c'est le décret. Alors, je vous l'ai noté si jamais vous le retrouvez. Si vous voulez l'article D6124-131-8. C'est très précis. Donc, c'est écrit que le titulaire de l'autorisation, donc l'établissement autorisé, doit garantir le partage sécurisé de documents dématérialisés. Donc, il y a la fiche RCP, le compte rendu ANAPAT, mais aussi le PPS. Et à cet effet, le titulaire de l'autorisation doit utiliser le DCC défini par l'INCa. Donc, à un moment ou à un autre, le PPS qui va être produit dans votre établissement, soit il est produit directement dans le DCC OncoPL, soit il est produit dans vos établissements par vos DPI, mais il doit intégrer à un moment ou à un autre le DCC. Diapositive suivante, et j'ai fini. Avant de laisser la parole à Catherine et à Émilie, vous dire que ce sujet PPS, ça ne fait pas depuis hier qu'on s'est penché dessus, hein, ça fait un petit moment déjà. En 2017-2018, certains d'entre vous d'ailleurs avaient participé aux travaux, on avait travaillé sur la rédaction d'un document socle régional, parce que à l'époque, le référentiel PPS de l'INCa était assez touffu, très orienté technique, et ça répondait pas tellement à la demande des utilisateurs de la région, qui voulaient avoir un document un peu simple pour savoir ce que c'était qu'un PPS, comment le différencier d'un classeur de liaison, comment le différencier d'un plan de soins, comment le différencier d'un compte-rendu opératoire, par exemple. C'était, voilà, qu'est-ce qu'on attendait d'un PPS. Donc, on avait travaillé avec ce groupe régional, avec d'abord un état des lieux pour savoir ce qu'on avait dans la région. Et puis, on avait travaillé sur un document de définition. Et ce document PPS socle régional, vous le retrouvez toujours sur notre site web. Hein, si vous avez dans la rubrique PPS, vous le retrouverez. C'est un petit document qui fait 7 pages en petit. Hein, c'est grosso modo ce que je vous ai présenté dans les définitions. C'est vraiment qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qui le remet, quand est-ce qu'on le remet, pourquoi on fait ça. Donc, c'est important de pouvoir l'avoir sous les yeux. Et à l'issue de ce travail qu'on avait mené en 2017-2018, d'emblée, le groupe avait réfléchi derrière sur l'intérêt d'avoir le PPS dans le DCC. Et c'est ce groupe régional qui avait commencé à construire le cahier des charges pour intégrer un module PPS au sein de notre DCC. On a travaillé avec notre éditeur et en 2019, le module DCC a été mis en place dans le PPS. Le module PPS a été mis en place dans le DCC. Et en 2020, on était bille en tête pour déployer le module dans la région des Pays de la Loire. On avait des établissements ambassadeurs et donc tout était prêt. En 2020, 2021, voire début 2022, il y a eu un petit frein avec le Covid parce que l'idée, nous, au départ, au niveau de l'OncoPL, c'était vraiment d'accompagner les équipes dans les établissements et d'aller sur place. Donc, c'était un peu compliqué après de déployer ça en distanciel.
Certains l'ont fait et on remercie notamment les établissements qui ont vraiment participé à ce projet. Je cite rapidement, mais bien sûr la clinique mutualiste de l'Estuaire à Saint-Nazaire et bien sûr le centre hospitalier du Mans, qui ont vraiment été des ambassadeurs sur ce projet-là et qui ont pu mener à bien leur rôle d'ambassadeur. Et puis, depuis 2022, on a repris notre organisation du déploiement. Et c'est vrai que c'est un sujet toujours un peu complexe parce que vous l'avez vu, le problème du PPS dans le DCC, c'est pas forcément le problème du PPS dans le DCC, c'est plutôt le problème du PPS en général. La remise du PPS, elle n'est pas facile, elle n'est pas faite partout, les documents ne sont pas standardisés partout. Certains établissements ont déjà développé des outils et d'autres pas encore. Ce qu'on voulait vous montrer cet après-midi, c'est que il y a quelque chose qui existe au sein du DCC OncoPL. Et surtout, on voudrait dire aux établissements qui n'ont pas encore commencé réellement à travailler sur un outil homogène PPS dans leur établissement, plutôt de regarder ce qui se passe du côté d'OncoPL plutôt que de réinventer quelque chose. Et en tout cas, pour ceux qui ont déjà mis en place des choses au sein de leurs établissements, peut-être regarder si cet outil-là peut aussi leur convenir et surtout de savoir que dans le cadre de la réforme des autorisations, à un moment ou à un autre, le PPS va devoir, comme la fiche RCP, aller dans le DCC. Donc ça se fera dans le temps, mais on va devoir tendre vers ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur des définitions et des petites reprises de texte. Je crois qu'il me reste quelques minutes pour les questions avant de passer la parole à Catherine et Émilie pour le terrain vraiment concret. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, tout à l'heure, on vous a dit, vous pouvez lever la main, je crois, et puis sinon mettre des questions dans le chat. Et c'est Johanna, je crois, qui modère les questions. Donc, je ne vois pas de questions dans le chat et je ne vois pas de main levée. J'en ai une, j'avoue que sur cet outil-là, je ne sais pas. Ah si, ça y est, j'ai trouvé la main. Bonjour. Bonjour Anne. Merci pour ta présentation, Fabienne. Moi, j'en ai juste deux. Moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que font les collègues dans leurs centres respectifs déjà, en termes de PPS, qui remet, etc., et comment ça fonctionne. Et puis, juste une question pour toi. Tu parlais à l'initiation de ta présentation, enfin, sur la deuxième slide, je crois que ce n'était pas un outil d'évaluation des soins de support. En revanche, que effectivement, leur évaluation devait être inscrite sur le PPS, ce qui pour nous n'est absolument pas le cas, en fait, parce que nous, effectivement, les soins de support à disposition pour le patient, ils sont informés, puisque les patients soient au courant. Mais par contre, effectivement, j'imagine c'est sur un outil évolutif, parce que et dans ce cas-là, qui le remplit, c'est pas simple. Oui, alors on est d'accord. Alors, de toute façon, le PPS, c'est pas très simple. On est quand même d'accord là-dessus, hein, de base. Ce que je voulais dire, c'est que il y a quelques années, c'est pour ça que c'est important de le dire, mais il y a quelques années, il y avait une confusion entre le PPS et la grille d'évaluation des soins de support. Certains établissements utilisent des grilles d'évaluation en soins de support, c'est-à-dire un questionnaire. D'ailleurs, l'INCa commence à pousser pour qu'on ait un auto-questionnaire et que les patients remplissent des auto-questionnaires en soins de support. Et de temps en temps, les professionnels confondaient PPS, grille d'évaluation, enfin c'était un peu confus. Ce que nous, on voulait dire, c'est que le PPS, comme vous l'avez vu dans la présentation, c'est un outil synthétique qu'on remet aux patients. Et donc, dans le PPS, on doit retrouver les résultats de l'évaluation. Quand j'en dis les résultats de l'évaluation, c'est finalement les consultations qu'on va proposer aux patients. Par exemple, si on fait une évaluation des besoins en soins de support d'un patient, qu'un patient a besoin d'un sevrage tabagique, on va aller mettre sur la grille, sur le PPS, des consultations éventuellement avec un tabacologue, à condition que le patient l'accepte, bien entendu. Si le patient a on a fait dans une évaluation des soins de support, on voit qu'il a des problèmes peut-être de précarité ou des problèmes liés à la nutrition, dans le PPS, on doit positionner les consultations avec la nutritionniste ou des consultations, par exemple, avec une assistante sociale. Donc, ce qui est important dans le PPS, et ça, c'est fondamental, et c'est l'INCa qui vraiment souligne ça, c'est que le PPS, c'est pas uniquement chimio, radiothérapie, chirurgie. C'est aussi les soins de support. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est évolutif. Et en vrai, l'INCa le demande aussi. C'est-à-dire qu'en gros, et là, c'est là qu'on devient dans quelque chose de très complexe, c'est que l'INCa souligne le fait qu'on devrait faire évoluer le PPS à chaque fois qu'on a une évolution de traitement, y compris des soins de support. Là, ça devient le high level, quoi. On va déjà peut-être se concentrer sur le démarrage. Si déjà 100%, si on relit le plan cancer, point numéro 1, où on dit 100% des patients au début de leur prise en charge doivent se voir remettre un PPS, on serait déjà content. Déjà, on n'est pas pour l'instant tout à fait dans les clous.
Et ensuite, on peut aussi se concentrer sur les grands changements de traitement. Mais l'INCa, quand l'INCa en parle, pour eux, c'est aussi les changements en soins de support. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, voilà, c'est pour la partie évaluation, ce qu'on veut dire, c'est que dans le PPS, on voit le résultat. C'est-à-dire si le patient il a besoin de aucun soin de support ou qu'il n'en demande pas, il n'est pas question d'aller mettre sur le document tout ce qu'il pourrait avoir. Tu vois, c'est pas ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait une fiche, par exemple. Je prends un exemple. Vous avez dans l'établissement à l'ICO toute une offre de soins de support, ça vous pouvez lui donner, mais ça ne fait pas partie de son PPS. Dans son PPS, on va mettre les soins de support dont il a besoin. Vous pouvez donner par exemple un petit annuaire à l'ICO, vous ferez de l'APA, il y a une nutritionniste, il y a tout ça. Mais normalement, dans le PPS, c'est vraiment ce dont il a besoin. À l'image de ce qu'il y a dans les soins curatifs, c'est-à-dire qu'on on va pas mettre dans le PPS tout ce qu'il va pas avoir, on met juste ce dont il a besoin. S'il n'y a que de la chirurgie, il n'y aura que de la chirurgie sur le PPS. On a tout faux alors. Nous, on a mis juste effectivement. En fait, il y a certains besoins qui sont identifiés dès la consultation d'annonce et notamment, dans ce cas-là, on le notifie. Mais la plupart du temps, les gens se posent un peu parce que ça fait beaucoup sur la consultation Oui. d'annonce et les besoins sont identifiés secondairement. Nous, c'est vrai que dans le PPS, on a intégré ce qui est possible en fait à l'ICO pour qu'après, ils reviennent vers nous pour solliciter les besoins. Après, il faut pas non plus, voilà, l'idée, c'est de pouvoir lui donner les soins de support dont il a besoin. Rien n'empêche de lui remettre aussi un document pour lui dire, voilà, parce que comme tu le dis, c'est peut-être pas la première consultation qu'on va pouvoir le déterminer, c'est un peu utopique peut-être, mais au moins de lui dire ce qu'il y a comme soins de support possible. Après, ce qui est important, et ça aussi, il faut le souligner aujourd'hui, c'est justement dans le côté DCC et le côté de plus en plus partagé, ça c'est l'ARS qui le souligne aussi, c'est de pouvoir offrir une offre en soins de support extra-établissement. À l'ICO, vous avez sûrement beaucoup d'offres en soins de support. Il y a peut-être des établissements dans la région qui sont moins dotés, qui vont devoir aller regarder dans l'annuaire d'offres en soins de support ce qui peut se passer dans l'établissement d'à côté ou par une association, des associations de patients qui sont. Donc, c'est aussi important de pouvoir dire aux patients qu'il y a de l'offre en soins de support un petit peu autour de l'établissement. Surtout pour les patients qui, par exemple, ne reviennent pas en HDJ tout le temps et qui vont pouvoir aller dans des assos, par exemple. Et fort heureusement, parce qu'on a aussi des patients qui habitent très loin, c'est pas que au centre. Bien Et sûr. puis on n'a pas de toute façon les ressources nécessaires. Ça m'intéresse de savoir comment les collègues font, si qui donne le PPS, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je peux transmettre aussi ce qu'on fait à l'ICO, bien sûr. Ça va être tout l'objet justement des 2 présentations qui vont suivre, notamment Catherine, et puis ça pourra justement donner lieu à des échanges avec les autres participants. Catherine, je te laisse commencer. Alors juste avant que tu te présentes, juste Monsieur Zambon, 2 petites questions que vous avez mises dans le chat. Peut-on imaginer que le DCC, donc l'outil DCC, intègre l'espace numérique en santé à terme? Alors aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité, qui est effectivement de l'interop pour que les documents produits dans le DCC puissent aller au niveau de l'espace santé. C'est envisageable et l'inverse également. Ça, au contraire, c'est d'actualité et ce sont des cibles nationales. Et est-ce qu'on envisage d'intégrer le programme de prise en charge à l'agenda du patient prévu dans l'ENS? Pas du tout d'actualité non plus, on n'en a pas parlé, donc à voir si c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Catherine, je te laisse te présenter et commencer. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Catherine Géza, je suis oncologue médicale à la clinique mutualiste de l'Estuaire à Saint-Nazaire et moi je vais vous présenter en fait mon expérience de l'utilisation du PPS dans le DCC. Alors, diapo suivante. Donc, l'état des lieux, nous au départ on a fait un état des lieux un petit peu à notre niveau en ce qui concernait le PPS, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait des PPS entre guillemets maison que chaque équipe avait construit, les équipes de radiothérapie, les équipes d'oncologie médicale, les chirurgiens, et c'était des PPS qui étaient différents selon les services, la plupart du temps en format papier, quelques-uns en format numérique, certains étaient intégrés dans des DPI, d'autres non. Il y a aussi des patients qui arrivaient sans PPS. Et puis, donc, nous, et voilà, là, l'évolution pour nous, ça a été un PPS intégré dans les DCC. Alors, je vais très rapidement reprendre ce que Fabienne a déjà très bien dit. C'est, bon, est-ce que ça existe un PPS idéal? Je pense pas. Une consultation d'annonce idéale, ce serait bien aussi, mais ça n'existe pas. Mais l'idée, c'est de tendre vers le mieux. Bon, des préalables, bien sûr, c'est qu'il soit clair et compréhensible, et des indispensables. Un patient bien identifié, les traitements, idéalement avec des séquences et des étapes,
une idée des effets secondaires, des contacts utiles. Et puis les plus, est-ce qu'il peut être évolutif? Il faudrait qu'il soit vraiment facilement transmissible, reproductible et traçable. Diapo suivante. Alors voilà, ça c'était notre premier outil au niveau du service d'oncologie médicale et de radiothérapie. Donc un PPS papier, en fait, tout simple, basique, où on avait listé, chaque équipe avait listé les effets secondaires généraux des traitements, et puis ensuite, globalement, on soulignait, on entourait, on raturait, on rajoutait des noms, etc., etc. Et c'était quelque chose qui était vraiment pas mal du tout, hein. On a commencé avec ça, et qu'on remettait aux patients. Et dans un second temps, que les secrétaires scannaient et intégraient dans le DPI. Donc il y avait toutes ces manips qui étaient faites, et les patients avaient plusieurs PPS, un PPS s'il y avait plusieurs séquences de traitement selon les différents spécialistes qui les voyaient. Donc ça nous a convenu pas mal, mais ça avait quand même un certain nombre d'inconvénients. Alors les avantages, ils sont évidents, hein, c'est qu'ils ont été créés initialement au sein des équipes, donc ils ont été adaptés aux souhaits des professionnels de chaque équipe, de ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient rajouter, ce qu'ils ne voulaient pas mettre, etc. Donc ça a été un travail où les gens trouvaient que c'était le plus reproductif de leurs souhaits. Et puis un format papier, donc pas nécessité de se former à un outil numérique, hein, un crayon, un papier, on imprime et puis on donne. Alors il y avait quand même assez rapidement, on s'est retrouvé un petit peu bloqué par différentes choses. D'abord, il était, comme vous avez pu voir, limité à une équipe de soins pour la plupart, c'est-à-dire que chaque équipe de soins remettait son PPS. Donc le patient se retrouvait avec plusieurs documents et qu'il n'arrivait pas forcément toujours à ordonner, notamment dans une séquence de temporalité. Et puis la transmission d'informations clairement reposait essentiellement sur le patient. Pas de transfert sécurisé au médecin traitant. Hors des pays, pour les autres professionnels de santé, c'était un petit peu compliqué, ou alors il fallait faire un certain nombre de manipulations informatiques, ou c'était des courriers papier. Donc ça fonctionnait, mais on n'avait pas vraiment une traçabilité de qui finalement recevait des PPS, qui ne recevait pas, comment est-ce qu'on envoyait, et puis c'était beaucoup de manipulations pour des secrétaires. Donc traçabilité aléatoire, et puis il n'était pas toujours clairement identifié dans les DPI, c'est-à-dire la secrétaire le scannait, mais selon les différents secrétariats et les services, il avait un nom différent, donc c'est pas toujours évident pour les professionnels de santé de le réidentifier, de le retrouver dans les DPI. D'autant plus que selon certains DPI, comme le nôtre, c'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc des professionnels qui se retrouvaient avec un patient, savoir qu'il y avait un PPS, bon, ils imaginaient qu'il y en avait un, le retrouver, ça pouvait leur prendre beaucoup de temps en consultation. Et puis, on avait finalement un seul PPS basique pour tous les traitements, non adaptatifs. Bon, alors pour des vieux de la vieille comme moi, au départ, c'était pas mal parce qu'il y avait à peu près 6 traitements qui se battaient en duel pour la plupart des patients, mais on n'en est plus là, heureusement. Beaucoup de traitements, beaucoup de séquences différentes thérapeutiques, beaucoup des effets secondaires différents, des représentations différentes. Donc, ça commençait en fait, on se retrouvait en fait à annoter de façon manuscrite nos PPS de façon de plus en plus détaillée et de plus en plus importante. Donc, perte de temps, et puis ça ressemblait plus vraiment à grand-chose et pas forcément d'une bonne lisibilité. C'est-à-dire, soit on faisait le choix de mettre beaucoup de généralités et puis c'était très lisible, soit on se disait, on met pas mal de choses, on adapte au mieux, notamment les effets secondaires aux patients, et on se retrouve avec beaucoup d'annotations et beaucoup de perte de temps. Et puis, pas de possibilité de compléter directement par les autres professionnels qui prenaient en charge le patient, parce que comme vous avez pu voir, chacun remettait le sien, donc on n'avait pas annoté le PPS du voisin, donc les patients avaient différents documents différents. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est orienté pour essayer de travailler sur un PPS intégré dans les DCC. Alors, l'idée du PPS intégré dans les DCC, c'est que nous, la façon dont on a travaillé par rapport aux souhaits qu'on avait à Kit Mutualiste et qui seront différents selon les professionnels. Donc, ce que je vous présente, c'est ce que nous, on a fait parce que ça correspondait à nos besoins. Il peut être utilisé de façon aussi un peu différente. Nous, notre idée, c'était proposer aux patients une vision un peu macro de temporalité de ces traitements, ce d'autant plus s'il a des séquences de traitement différentes. Donc, qu'ils puissent se projeter, est-ce que je vais être traité pendant 6 mois, 1 an, 3 mois, 4 mois, combien de temps globalement ça va durer? Est-ce que, par exemple, à Noël, je serai libre? Est-ce que je ne serai pas libre? Est-ce que j'aurai du temps pour partir en vacances cet été? Voilà. Donc, on a choisi cette vision-là. Et la deuxième chose qui nous était importante, c'était que le patient puisse repartir avec des informations quand même assez claires et détaillées sur les effets secondaires potentiels de leur traitement. Donc vraiment détaillé à son propre traitement,
Donc, tu peux repartir en arrière, Mathilde, et je vais reprendre sur le document joint. Et donc, je vais passer à cette étape-là avant. Donc, voilà comment ça se présente, nous, la vision macro. Donc, moi, je fais le PPS dans le DCC lors de la consultation d'annonce. C'est-à-dire, je fais ma consultation d'annonce et ensuite, je me connecte au DCC. Et alors, soit le patient a déjà été présenté en RCP et j'ai déjà une première, comme disait Fabienne, proposition de traitement que je peux reprendre ou ne pas reprendre, soit il n'a pas été présenté parce que ça arrive en RCP et ce n'est pas bloquant, je peux quand même faire mon PPS malgré le fait qu'il n'y ait pas de fiche RCP. Donc, à partir de là, moi, je donne aux patients le programme lors de la consultation d'annonce. J'ai choisi, nous, à notre niveau, au niveau d'oncologie médicale, de ne pas donner de date précise de traitement. C'est-à-dire, je donne une temporalité de temps. Mais ça, c'est un choix d'équipe. Il y a des équipes qui choisissent de donner des dates. Nous avons choisi de ne pas le faire car nous n'avons pas cette précision au moment de la consultation d'annonce la plupart du temps. Donc, on donne une temporalité aux patients en disant, ben voilà, ça va s'étaler. Voilà, ne prenez pas forcément en compte des dates exactes, mais ça vous donne une idée pour les mois à venir. Certaines équipes peuvent faire le choix de donner des dates précises quand elles les ont, et certaines équipes peuvent aussi faire le choix de ne pas du tout donner de dates, c'est-à-dire que les mois n'apparaissent pas comme ils peuvent apparaître ici, avec simplement une temporalité de nombre de mois, mais sans mois précis. Donc ça, c'est vraiment un choix qui est un choix d'équipe. Donc ça, c'est la première partie du PPS, et donc diapositive suivante. Ce que je remets aux patients, c'est ça, et des documents joints, qui pour nous, au niveau de nos équipes, sont vraiment la richesse du PPS. C'est-à-dire qu'en fait, on remet directement le protocole que va recevoir le patient. Donc en chimiothérapie, je suis oncologue médical dans la pratique, ça peut être différent pour la radiothérapie, mais c'est la même chose. Le protocole, le déroulement du protocole et tous les effets secondaires potentiels. Et alors, tout le monde a fait des documents avec des effets secondaires. Ça, je pense qu'au niveau de toutes les équipes d'oncologie, ça existe. Il en existe aussi au niveau régional. Ils sont tous très bien. Chacun choisit comme il veut. L'intérêt du PPS dans le DCC, c'est que on peut se faire un espèce de carnet de bord personnalisé par médecin. Alors, donc, ça demande un petit peu de travail en amont. On se fait aider de la secrétaire 3C la plupart du temps. Où on se fait un carnet de bord personnalisé, des protocoles qu'on utilise nous, et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a fait ce travail-là, lorsqu'on voit le patient, moi, il me suffit de cliquer une fois sur le protocole X, j'ai le protocole qui sort, avec sa temporalité, et la fiche jointe des effets secondaires. Donc, il y a un petit travail préalable à faire, clairement, il faut choisir les documents qu'on veut joindre, etc. Mais après, en gros, c'est un peu comme du batch cooking, c'est-à-dire tout est prêt, il n'y a plus qu'à cliquer. Donc chacun choisit, se fait son carnet de bord personnel, et donc c'est en ça que moi je trouve ça très enrichissant et intéressant, c'est qu'à partir de là, chaque médecin va avoir son carnet de recettes à lui, qu'il va pouvoir bien évidemment faire évoluer, et surtout en gain de temps, je choisis le protocole X pour le patient, je clique protocole X, on me dit à partir de quelle date vous voulez commencer, je clique la date, et j'ai la temporalité qui apparaît, et ensuite les effets secondaires du protocole que j'ai choisi qui apparaît, donc en un clic. Donc c'est vraiment très très rapide. C'est pour ça que moi je le fais lors de la consultation d'annonce, parce que ça me prend très très peu de temps. Donc, diapositive suivante. Donc, quels sont les avantages? Ils sont ça se voit assez clairement. Hein. D'abord, il est accessible via DCC, donc il est accessible à tout le monde, à toute personne qui peut se connecter au DCC, le médecin traitant, les autres établissements de santé de la région ou tout autre professionnel de santé qui a accès au DCC. Deuxièmement, et ça c'est très intéressant, c'est un outil partagé. C'est-à-dire que moi je vais créer un PPS, mon patient il va aller voir le radiothérapeute, on va dire 15 jours plus tard, mon collègue radiothérapeute va pouvoir enrichir ce PPS avec ses données à lui, sans avoir à recréer un autre document. Il va pouvoir le faire évoluer en mettant ses éléments à lui. Donc ça, c'est intéressant. Il est évolutif, c'est-à-dire que, on en parlait, Fabienne en parlait tout à l'heure, lorsque moi j'ai des patients où je remets en place un nouveau traitement, en l'occurrence, dans mon cas, c'est de la chimiothérapie, je ressors un PPS avec un nouveau protocole pour le patient. Donc, il y a un suivi de tout ça. Et quand l'outil est maîtrisé, j'insiste sur ça, c'est vraiment, voilà, c'est clairement un gain de temps. Il faut maîtriser l'outil, il faut savoir de maîtriser. Il faut prendre le temps d'apprendre à s'en servir et de maîtriser. Mais clairement, ça me prend maintenant beaucoup moins de temps que ça me prenait quand je faisais un PPS papier.
Et puis, je trouve aussi personnalisable pour chaque professionnel. C'est ce que je vous disais. On peut se créer dans le PPS une sorte de carnet de recettes personnel où on va mettre les protocoles qu'on utilise nous. Alors moi, je fais de l'oncologie digestive principalement. Je n'ai clairement pas le même carnet de recettes que possède mon collègue qui fait de l'oncologie thoracique. Pas les mêmes protocoles. On se pollue pas avec des PPS qui ne correspondent pas. Alors, les inconvénients, c'est qu'il faut se former à l'outil, clairement. Ça, il faut prendre ce temps-là. Il faut se former à l'outil. Il faut se former, il faut aussi le personnaliser. Parce que si on utilise l'outil basique, bon, il est pas mal, mais je pense que le vrai apport, c'est un outil très personnalisé. Donc, il faut prendre le temps, un, de se former à l'outil et deux, de le personnaliser. Et puis, comme tout système informatique, forcément, on est au niveau régional. Donc, il y a un peu plus d'inertie sur les évolutions qu'on est demandé. Les évolutions, il y en a, on y travaille régulièrement avec Johanna et Mathilde. Il y a des retours d'expérience sur ce qui ne manque pas. Et les évolutions, elles arrivent, mais elles ne vont pas arriver la semaine d'après parce que ce n'est pas un outil papier où on peut juste aller voir la secrétaire et dire bon ben voilà, tu me changes la case X et tu me changes la case Z. Ça prend un peu de temps. Ça ne veut pas dire que ça prend des années, mais ça prend un tout petit peu de temps. Donc, il y a une petite inertie dont il faut tenir compte. Diapositive suivante. Donc, moi, vraiment, pour moi, aujourd'hui, le PPS dans le DCC, c'est ça. C'est que il faut accepter de perdre du temps pour en gagner secondairement. C'est vraiment ce que j'ai transmis à mes collègues qui la majorité de nos collègues l'utilisent maintenant. Mais il faut avoir cette idée en tête. Au départ, il va falloir se former à l'outil, il va falloir prendre le temps de le personnaliser, il va falloir arriver à avoir son propre outil pour qu'ensuite on puisse en gagner et qu'il soit vraiment en adéquation avec les souhaits du professionnel qui l'utilise. Et là, je pense qu'il y a vraiment un vrai rôle des 3C, que ce soit au niveau régional, mais surtout à nos niveaux territoriaux, de nous former, alors là je prends ma casquette de médecin 3C, avec les secrétaires 3C pour pouvoir accompagner nos collègues professionnels physiquement, aller les voir, leur dire c'est quoi tes blocages, pourquoi tu l'utilises pas, quelle est la difficulté pour toi, qu'est-ce que tu en attends, parce que c'est un outil qui est adaptable. Donc, moi, la façon dont je l'utilise ne sera par exemple pas la même façon que l'utilise un confrère radiothérapeute, mais on utilise finalement le même. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est oui, ça vient pas du jour au lendemain en claquement de doigts, mais quand on y prend le temps et quand on y travaille, pour moi, il y a un vrai gain de temps. Je crois que c'est tout. Je vais rester dans les temps. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce que certaines personnes ont des questions, des remarques avant de passer à l'intervention d'Émilie, sachant qu'on aura également un temps d'échange après l'intervention d'Émilie? Moi, j'ai pas de remarques particulières. Merci pour la présentation. On trouve ça intéressant sur le côté évolutif, en fait. Après, il faut simplement que tout le monde s'y mette, quoi. Toutes les spécialités. Et effectivement, nous, on a chacun notre... on a bien un séquentiel thérapeutique sur l'ensemble du PPS, mais par exemple, nos radiothérapeutes ont leur propre PPS, quoi. Donc, oui, alors je comprends. C'est comment ne pas faire de redondance avec déjà l'existant. C'est ça. Alors, il y a deux possibilités dans la pratique. Il y a la possibilité dans le PPS si vraiment les professionnels sont attachés à leur propre PPS. Je pense que franchement, je pense que c'est un choix court-termiste parce que vu l'évolution des choses, ça va être compliqué à terme de ne pas avoir un outil qui soit vraiment intégré avec un logiciel de support. Mais tu as la possibilité de intégrer un PPS déjà existant. Nous, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on trouvait que finalement, on n'y gagnait pas. C'est-à-dire, tu as la possibilité d'intégrer un document déjà prêt à l'intérieur du DCC. Il suffit de dire importer un PPS existant. Sauf que tu ne pourras pas modifier ce document. Donc, ce que ça va être comme plus, c'est que tu vas avoir une traçabilité parce qu'il va exister dans le DCC. Donc, dans tout ce qui est transmission d'informations, etc. Mais il n'y aura pas cette notion d'éléments évolutifs et réadaptables parce que les protocoles de hier ne sont pas les protocoles d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide d'utiliser un outil numérique pour réadapter en fonction de l'évolution des traitements. Donc, mais il y a cette possibilité s'il y a une résistance. Et je voulais aussi répondre à ta question sur les soins de support. Alors, aujourd'hui, nous, pour l'instant, j'entends ce que dit Fabienne, mais d'un point de vue pratique, il est vrai que là, intégrer les soins de support au moment de la consultation d'annonce, c'est lourd et compliqué. Et puis, on n'a pas encore cette visibilité-là puisque le patient va dans un second temps
avoir une évaluation de soins de support. Alors, ça peut s'intégrer dans un deuxième temps. Nous, on n'a pas encore trouvé la manière de le faire pour que ça ait un apport. Alors, je comprends que d'un point de vue purement législatif, ça va devoir exister, etc., etc. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la meilleure manière de le faire pour que ça ait vraiment un intérêt, que le professionnel y ressente un intérêt à part cliquer et marquer consultation diététique et que le médecin traitant, par exemple, soit au courant qu'on a une prise en charge diététique pour le patient. Donc nous, aujourd'hui, moi, par exemple, je n'intègre pas ça pour l'instant. Je suis en pleine réflexion de la façon de l'intégrer. Mais c'est une étape suivante où aujourd'hui, on essaye surtout lors des changements de traitement, de remettre un nouveau PPS pour qu'il y ait une évolution de ce côté-là. Et Et sur juste les pour rebondir sur documents, pardon. vas-y, vas-y. Non, Vas-y, vas-y, Fabien. sur le soin de C'est juste support, sur oui, la... sur le soin de support, je souscris complètement à ce que dit Catherine. Moi, je faisais la parole, entre guillemets, du langage officiel obligatoire, mais on est bien d'accord qu'il faut y aller pas à pas. Et en tout cas, l'outil permet de le mettre. C'est ça ce qui était important de souligner. Et puis, le permet de le faire de façon évolutive. Donc, on peut imaginer que lors de la consultation d'annonce qui est remplie par les oncologues sur les traitements, à un moment ou à un autre, on peut rajouter des étapes. Et ce qui est important aussi, parce qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, mais Catherine l'a dit sur la traçabilité, il y a quelque chose qui est vraiment comme la fiche RCP. Lorsque le PPS est dans le DCC et qu'il est verrouillé, il y a une trace de verrouillage, il y a une date de verrouillage et on va savoir à quel moment il a été remis. Et ça, c'est des choses aussi auxquelles il faut pouvoir penser pour la suite, même si ça peut paraître un peu loin de la pratique du quotidien, mais c'est important, même dans le côté séquence de traitement. Et ça veut dire que les soins de support peuvent arriver un peu après. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'infirmière d'annonce, lorsqu'elle fait son évaluation de besoin de soins de support, elle le rajoute. Donc, on n'est pas obligé de tout mettre d'un coup au tout début. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'outil, c'est que, comme l'a montré Catherine dans son exemple, elle met la chimio, peut-être un peu plus tard la radiothérapie sera rajoutée, et peut-être qu'à une prochaine consultation, on pourra rajouter la consultation diététique ou la consultation assistante sociale. C'est vraiment dans un même document qui va se construire et qui va s'incrémenter au fur et à mesure. Juste ma petite question, quand tu parlais de documents spécifiques, là, justement, avec tous les effets secondaires de la chimiothérapie de manière spécifique à chaque protocole, ça, c'est des documents maison. Alors non, dans la pratique, comme nous, on a récupéré des documents on a fait un peu tous des sites, enfin tous des centres régionaux ont fait des documents d'effets secondaires qui sont accessibles. On a pris ceux qui nous intéressaient et en fait, tu peux prendre après des documents maison. Si vous avez fait des documents maison, nous on n'a pas repris quelque chose qui existait déjà. En l'occurrence, souvent sur la région PACA, il y a Oncolor qui a fait beaucoup de choses ou d'un cas. Donc, en fait, tu peux importer les documents que tu veux, en fait. Oui, c'est ça. Quand tu Parce que c'est pas des choses qui sont proposées par OncoPL, c'est vraiment des documents Alors, extérieurs. non, ça, en fait, à l'époque où on l'a fait, ça n'existait pas. alors, ce qui est proposé par Oncopel, comme l'a dit Catherine, c'est la possibilité de te faire ta petite banque de préférence. Parce qu'en vrai, essayer de faire quelque chose, nous, nos collègues de Onco Nouvelle-Aquitaine ont essayé de faire c'est très lourd et ça bouge tout le temps. Et nous, honnêtement, dans l'équipe Oncopel, c'est quelque chose qu'on ne maîtrisera pas. Donc, on ne peut pas vous promettre ce genre de choses, même si dans l'absolu, ça serait l'idéal. Mais en vrai, on voit que, comme le dit Catherine, quand elle dit perdre du temps pour en gagner, c'est vrai qu'au départ, ça veut dire que le médecin fait sa petite banque de protocoles qui lui sont les protocoles, ceux qu'il fait le plus couramment. Par contre, ce que nous, on met à jour dans le DCC quand même et qui peut vous intéresser, ce sont toutes les fiches Omédite des voies orales. Elles sont toutes chargées et mises à jour sur le DCC. Donc, lorsqu'il y a des traitements par voie orale que vous proposez à vos patients, eh bien, elles sont déjà à disposition. Et là, elles sont même pas besoin d'être dans la banque, elles sont référencées dans le DCC. Et en tapant le nom de la molécule, vous avez la fiche qui remonte et que vous pouvez imprimer pour le patient, mettre dans le PPS en pièces jointes. Et donc ça, c'est aussi un gain de temps parce qu'elles sont à jour. Mais là, pour le moment, il n'y a que les fiches Omédite orales que l'on mène, nous, au niveau régional dans le DCC. Le reste, c'est vous qui vous préparez vos... Et c'est là l'aide aussi des 3C pour pouvoir aider les médecins à constituer leur petite banque de préférence. Si vous avez déjà des documents joints tout faits des traitements au sein de l'ICO, c'est pas très, en fait, c'est juste un clic document joint et en fait après c'est créé, voilà. Mais tu peux utiliser des documents externes, ça c'est vraiment au choix du médecin. Et puis nous ce qu'on a fait c'est que bon moi j'ai commencé donc j'ai un peu tâtonné, mais ensuite mes collègues eh bien ils ont listé les protocoles qu'ils voulaient dans leur banque personnelle et c'est la secrétaire 3C qui a
mis les protocoles avec les documents joints qui leur convenaient et la récurrence quand il y a des récurrences, notamment de chimiothérapie, voilà. Et elle leur a créé leur banque. Ok, merci. Merci à tous pour ces échanges. Je vous propose de continuer par un deuxième retour d'expérience. Donc le docteur Émilie de Kerly. Je te laisse te présenter et nous faire ton intervention. Oui, merci Johanna. Bonjour à tous. Donc moi je suis Émilie de Kerly, je suis oncologue pédiatre au CHU d'Angers et j'ai également donc la casquette de la co-responsabilité du réseau de coordination OncoPED-PL, donc pour la Valence pédiatrique au sein de la région Pays de la Loire avec le docteur Thébault sur le CHU de Nantes. Alors nous, on est beaucoup plus dans les prémices, on va dire, de l'utilisation du PPS. Donc, on n'a pas une expérience aussi aboutie que Catherine, mais justement, l'idée de partager un peu cette expérience avec vous, c'est de voir un peu comment on peut se lancer et pourquoi nous, on l'a fait en tout cas, et pourquoi, de quels moyens comment on s'est saisi de cet outil. Alors, notre besoin pour l'oncologie pédiatrique, peut-être pour ceux qui ne sont pas trop au fait de notre fonctionnement, on a donc 2 CHU avec chacun des pôles d'expertise. Donc les enfants peuvent être amenés à consulter dans un CHU ou dans l'autre, pas forcément pour un critère géographique, mais plus pour un domaine d'expertise. Et on s'appuie pour avoir à la fois ce côté expertise, mais également la proximité des soins pour le confort au quotidien sur les centres de proximité, également les centres de rééducation, les HAD, etc. Donc on a tout un réseau de soins qui est en place avec des patients du coup, qui circulent quand même de manière importante sur la région en fonction de leurs besoins. Donc chacun des CHU, donc centres de référence de prise en charge, avait bien sûr développé ces outils qui ne sont pas les mêmes, qui sont intéressants tous les deux, mais voilà, chacun a eu son historique. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'outils communs, ça pouvait être moins pratique au quotidien. Donc, notre besoin était déjà, si c'était possible, avoir une harmonisation des PPS, donc entre les 2 centres de référence, et puis comme outil de communication, évidemment, avec les centres de proximité. Ce qu'on recherchait, ce qu'on trouvait intéressant du fait de cette différence entre nos 2 PPS, c'est qu'on puisse avoir un outil commun, mais finalement une présentation qui était adaptable. Et on n'était pas obligé d'avoir exactement la même façon de faire dans les 2 CHU, chacun ayant ses habitudes, mais quand même une base commune et un fonctionnement commun qu'on pouvait adapter comme on le souhaitait. Après, comme l'a dit Fabienne initialement, c'est vrai que ce soit à Angers ou à Nantes, on a toujours eu des PPS assez détaillés dans l'accompagnement des patients et de leurs familles, donc avec une vision à la fois macro, mais également vraiment quelque chose d'assez poussé en termes de précision, avec beaucoup d'informations, et donc avec un PPS qui s'approchait vraiment presque du plan de soins au quotidien. Alors, le niveau de détail complet, ce n'est pas faisable, mais il fallait trouver quelque chose qui pouvait nous permettre de ne pas perdre trop d'informations par rapport à ce qu'on communiquait déjà. Et finalement, c'est quelque chose qu'on a pu, qui nous semble tout à fait faisable dans le DCC. Voilà. Et l'autre point qu'on voulait en théorie, et on espère pouvoir y arriver, c'est avoir un PPS donc, qui évolue au fur et à mesure des mises à jour, au fur et à mesure du parcours patient, des décalages éventuels, des adaptations de traitement, et avec donc une mise à jour la plus régulière possible, non pas instantanée forcément, mais quand même au plus près du quotidien du patient pour que les différents interlocuteurs puissent avoir des informations vraiment très, très à jour. Voilà, et puis donc à terme, à réévaluer dans la pratique, il y a une évaluation et également les soins de support. Diapositive suivante. Donc, par rapport de ce point de départ-là, donc de nos besoins, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans le PPS fourni par le DCC? Eh bien, donc l'outil commun, accessible à partir du dossier
patients, donc accessible en dehors également des CHU, puisque nos médecins référents dans les CH peuvent se connecter au DCC. Ce qu'on trouve également intéressant, c'est le fait qu'il puisse y avoir des profils utilisateurs un peu différents, à la fois donc le côté rédacteur pour ceux qui vont vraiment élaborer le PPS, mais aussi des profils uniquement lecteurs, donc sans modification possible, mais qui ont un réel intérêt, un réel besoin dans le quotidien de l'accompagnement du patient et de sa famille, d'avoir les informations. On pense notamment aux infirmières de coordination ou aux infirmières des centres de proximité. La vision macro-micro, comme je vous l'ai dit, en fonction de la précision qu'on souhaitait dans les informations délivrées. Catherine a déjà beaucoup détaillé ce point-là, je ne vais pas trop approfondir, mais la base de données avec donc, toute cette bibliothèque adaptable, avec déjà une base fournie, mais qu'on peut implémenter autant qu'on le souhaite avec les documents personnels, locaux. Et puis, encore une fois, voilà, la disponibilité de la mise à jour de ce parcours de soins qui est, en fait, une fois qu'elle est mise à jour dans le DCC, d'emblée, elle est accessible à tout le monde sans transmission à la main par le patient ou par mail ou par courrier, etc. Voilà. Et puis, l'intérêt du point de vue du patient, c'est évidemment la fluidité de transmission des informations avec un canal de diffusion qui est sécurisé. Donc, en pratique, les points vraiment primordiaux sortant de nos souhaits et de ce qui nous semble être possible avec le DCC, c'est une information en temps réel, sans perte d'information, le côté interopérabilité, donc avec le lien entre les différents centres et la jonction avec les dossiers de soins informatisés pour les CHU. La protection des données qui est optimale et donc à terme un gain de temps et de qualité de transmission d'informations. Alors en pratique, là où on en est, donc beaucoup moins avancé que Catherine, c'est donc de partir de nos PPS existants qui sont, comme je vous l'ai dit, différents entre nos centres et donc que tout le monde puisse s'y retrouver, qu'il n'y ait pas de perte d'informations par rapport à ce qui existe déjà et qui de fait est efficient, mais probablement certainement optimisable. Actuellement, ce dont on a besoin, ce qu'on voudrait améliorer, et donc rentrer tous ces éléments-là dans les préférences utilisateurs. On montrera après les captures d'écran, et puis Johanna et Mathilde pourront vous détailler tout ça. Il est temps que chaque médecin puisse rentrer les préférences, les soins dont il peut avoir besoin, à la fois d'un point de vue thérapeutique, et puis après, voilà, tout ce qui va être soins de support. Donc ça, c'est encore la partie qui reste à faire. Une fois qu'on aura intégré tout ça, donc l'idée étant qu'on prémâche un peu le travail pour nos collègues, puisqu'on est quand même beaucoup moins nombreux que dans le circuit adulte. Il y a une grosse partie qu'on pourra réaliser pour les collègues. Et puis après, l'idée, voilà, c'est de présenter à nos collègues pour qu'ils puissent nous faire un retour et co-construire l'outil avec eux. Et une fois qu'on sera mis d'accord sur la base, ce qu'on souhaite et le fonctionnement, et bien pouvoir après former les médecins à l'utilisation du DCC en s'appuyant sur les ressources locales et OncoPL, et puis également former les paramédicaux les plus proches du projet et du parcours de soins, et enfin pouvoir diffuser l'information au centre de proximité pour la transmission d'informations. Voilà, donc là, je vous avais mis une capture d'écran pour illustrer ce dont on parlait dans les traitements dont on peut avoir besoin et que moi, j'ai rentré pour ce qui me concerne dans mes préférences. Donc avec voilà, tous les différents protocoles ou parties de protocoles, les différents types de cures dont on peut avoir besoin. Donc ça se présente sous cette forme-là avec une recherche qui peut être faite par type de traitement, par titre, etc. Et puis donc à partir de ça, eh bien, avoir une vision. Je ne sais pas si la transmission est très bonne. Tu peux passer la diapo suivante. C'est un petit peu coupé, Émilie, j'ai l'impression sur tes. C'est un petit peu ça bug un peu.
Voilà. Donc ça, c'est la vision, la première page du PPS avant la vision macro, où on va avoir les éléments concernant l'oncologue référent, le médecin traitant, et puis nous, on a fait le choix de rentrer les structures de soutien, donc en fait nos centres de proximité, nos centres de soins au plus proche du parcours du patient dans cet item qui est accessible dans le DCC, là, les structures de soutien et d'information, que ce soit les équipes transversales telles que l'équipe pour les adolescents jeunes adultes ou les équipes ressources douleurs ou voilà, les différents centres qui vont participer au plus près dans les soins du patient. Donc ça, c'est plus l'introduction et la vision un peu globale. Là, c'est la vision macro que Catherine avait partagée également avec vous. Alors après, ben voilà, on choisit le niveau de détail, ce qu'on va rentrer dans les différentes lignes de chimiothérapie avec l'alternance des cures. On peut détailler, si on le souhaite, la dose de chimiothérapie. Enfin là, c'est texte libre, donc on fait ce qu'on veut ou pas. C'est pas une obligation, donc chacun peut adapter en fonction de ce qu'il souhaite, avec les délais entre les cures et puis ces différentes phases de chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie si on l'envisage, etc. Et puis une des pistes qu'on avait explorées après à réfléchir avec le retour des collègues, mais c'est pouvoir inscrire également d'autres informations plus pratico-pratiques de type critères hématologiques pour les cures, ce qu'on va appeler soins de support, mais au sens plus large, type thérapeutique associé, etc., support nutritionnel ou autre. Voilà, donc qui peuvent apparaître sur cette vision macro. Et là, c'est la vision beaucoup plus détaillée, au jour près, qu'on peut faire le choix de montrer ou pas, avec voilà, ces alternances de cure, avec vraiment la date prévue auxquelles on peut rajouter, là, je ne les ai pas mis, mais on peut également rajouter les bilans d'évaluation, les consultations auprès des collègues ou autres, en fonction du niveau de détail qu'on veut faire apparaître. Merci beaucoup, Émilie. Comme vous l'avez vu, une utilisation encore différente du PPS. Cet outil, comme on le disait, il est suffisamment souple, large. Chacun peut ensuite se l'approprier, l'utiliser comme il l'entend, en fonction de son équipe, en fonction aussi des besoins, des informations à transmettre aux patients. Est-ce que vous avez des remarques, des questions également à poser à Émilie ? Pas de remarque, merci pour la présentation. Effectivement, je vois un intérêt pour les AJA, pour la communication avec l'équipe. Oui, tout à fait. Si on peut leur fournir des supports dont ils peuvent se saisir, et puis surtout avec la multiplication des intervenants, c'est important que tout le monde ait le même niveau d'information. Eh bien, merci beaucoup, Émilie. Je vous propose de continuer avec l'intervention de Mathilde. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, on prendra aussi un temps après ou à utiliser le chat. Mathilde, je te laisse présenter un petit peu la partie maintenant OncoPL. Donc, Émilie et Catherine en ont un petit peu parlé effectivement du rôle que peut jouer OncoPL dans l'accompagnement auprès de vos établissements. Et donc là, Mathilde va vous détailler un petit peu plus cette partie. Donc nous, ce qu'on vous propose en OncoPL, c'est un accompagnement des professionnels. On intervient toujours à la demande d'un professionnel, des professionnels des établissements. Donc ça peut être à la demande d'un 3C, à la demande d'oncologue, d'une équipe médicale. Donc par exemple comme Émilie qui est venue nous voir pour déployer le PPS sur toute la partie pédiatrique. Donc, comme l'ont bien dit Émilie et Catherine, elles ont un peu servi de rôle d'ambassadeur entre guillemets. Ce sont elles qui ont en fait réalisé tout le travail de réflexion, d'apprentissage pratique de l'outil avec OncoPL pour pouvoir entre guillemets pré-mâcher le travail pour pouvoir ensuite travailler en équipe et qu'elles communiquent tout ce savoir à leurs pairs, parce qu'on sait que c'est toujours plus efficace quand les professionnels d'un même secteur ou d'une même profession communiquent entre eux. On propose à OncoPL d'organiser un premier temps d'échange. On va plutôt échanger sur les pratiques de l'établissement. Donc ça va être déjà de comprendre le parcours du patient, de voir est-ce qu'il y a un PPS qui est remis, si oui, sous quel format,
et également s'intéresser à toute la documentation qui est remise. Par exemple, ça peut être le cas d'un classeur avec, par exemple, l'intégralité des soins de support proposés par l'établissement. Donc voilà, on va se renseigner un petit peu sur tout ça pour voir notamment quels outils est-ce qu'on pourrait, enfin, qu'est-ce qui va être intégré dans le PPS, qu'est-ce qui au contraire sera remis à part. Et on va enchaîner du coup sur une démonstration à partir d'un cas concret. Donc là, je vais vous mettre le visuel du PPS que vous avez déjà pu voir, mais nous, c'est ce qu'on peut présenter avec notamment, vous retrouvez l'identité du patient en haut à droite avec la date de remise du PPS, la date du diagnostic qui est précisée avec la date de la dernière RCP. Vous pouvez voir aussi qu'on a le professionnel éditeur qui va s'afficher, ainsi que les professionnels de santé du patient. Et ensuite, on a toute la partie traitement et soins de support. Donc là, on réalise un PPS assez simple pour qu'on puisse, en fait, ça permet d'entamer les discussions avec l'équipe de soins pour leur montrer ce qui est possible de faire au sein du PPS du DCC. Et ça nous permet aussi de voir un petit peu, voilà, si c'est adapté à leurs besoins. Ensuite, on fait toute la réflexion sur comment intégrer le PPS dans la pratique des professionnels. Donc, par exemple, c'est le travail qu'on a fait là avec Émilie en oncopédiatrie. On a construit en Oncopel un outil d'aide à la construction de processus type de remise du PPS dans le parcours de soins d'un patient atteint de cancer. Donc, on l'a divisé en 4 grandes étapes. Donc, d'abord, tout ce qui est la création du PPS dans le DCC. Donc, on va s'interroger avec l'équipe sur qui va créer ce PPS. Est-ce que ça va être le médecin qui va commencer en renseignant les traitements et après, par exemple, l'IDE annonce qu'il va venir dans un second temps compléter les soins de support? À quel moment du parcours de soins est-ce qu'on va créer ce PPS? Est-ce que ça va être comme Catherine pendant la consultation? Est-ce que ça va être fait en amont et remis au patient pendant la consultation? Quelles sont les informations minimum qu'on va vouloir renseigner dans ce PPS? Est-ce qu'on va vouloir un PPS très détaillé avec beaucoup de dates, beaucoup d'informations ou quelque chose de beaucoup plus succinct et simple? Comment on va se positionner, du coup, quelle est la place des autres documents remis au patient par rapport à celui du PPS. Ensuite, on a toute la partie verrouillage du PPS et remise au patient. Donc, quel professionnel va verrouiller le PPS et à quel moment du parcours de soins le PPS qui est verrouillé va être remis au patient. Ensuite, on a toute la partie envoi du PPS au médecin traitant. Donc, pareil, qui fait cette action? Est-ce que c'est la secrétaire médicale? Est-ce que c'est la secrétaire 3C? Est-ce que c'est le médecin lui-même? Et comment le PPS va être envoyé au médecin traitant. C'est quelque chose qui est possible de faire depuis le DCC via MSS. Il peut aussi être envoyé par courrier. Et enfin, dernièrement, toute la partie réintégration du PPS dans le dossier patient informatisé de l'établissement. Donc, comme vous le savez, tous les documents du parcours de soins du patient doivent être intégrés dans le dossier patient informatisé. Et donc, le PPS en fait partie. Pour les établissements qui ont la chance d'avoir une passerelle documentaire, ce PPS il va redescendre automatiquement dans le dossier patient informatisé. Si ce n'est pas le cas, il va falloir une action manuelle d'une personne qui va le réintégrer au sein du dossier patient informatisé de l'établissement. Donc là encore, quel professionnel pourrait le faire? Donc ça, c'est vraiment l'ensemble des questions qu'on va aborder avec l'équipe qui souhaite déployer le PPS. Et ensuite, on a toute la partie utilisation pratique de l'outil. Donc concrètement, comment est-ce que je vais créer un calendrier? Comment est-ce que je vais joindre des documents à mon PPS? Comment est-ce que je vais créer mes préférences utilisateurs? Donc, comme vous l'a déjà un peu présenté Émilie, donc on a un module, un onglet Mes préférences, qui va vous permettre de rentrer toute une liste de préférences utilisateurs pour vous faciliter la vie au moment de la création du PPS. Donc ça peut être la liste de traitement et soins de support, comme vous l'a présenté Émilie, ou encore les documents joints au PPS qu'on peut préenregistrer, comme vous l'a montré Catherine. Et bien sûr, Oncopel se tient à la disposition des professionnels pour des points d'étape réguliers. Par exemple, là en ce moment avec Émilie, on se fait des points d'étape environ une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines en fonction des besoins. Ça peut être un temps d'échange très court ou plus long. Le but, c'est que les professionnels ne se retrouvent pas bloqués dans leur processus de déploiement du PPS. Pour ce qui concerne tout ce qui est évolution du PPS au sein du DCC, nous, ce qu'on aime bien dire à Oncopel, c'est que le DCC, c'est un outil qui est vivant et qui a pour objectif d'être adapté aux professionnels, mais aussi adaptable. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte les retours de terrain pour faire évoluer le module PPS du DCC, tout en gardant à l'esprit que du coup, c'est un outil régional. Donc, il faut que cette demande puisse convenir à l'ensemble des professionnels de la région.
À chaque fois qu'on a une demande ou une idée de développement, on va jamais la faire tout seul de notre côté. On consulte toujours les professionnels. Donc, comme l'avait dit Catherine, par exemple, on lui présente les évolutions, ou on a une commission DCC RCP. Pareil, ça peut être ce type d'évolution qui peut être proposée. Pour vous donner une idée, depuis 2019, on a eu environ 11 évolutions qui ont été livrées. Je vais vous en présenter quelques-unes qui sont issues de demandes de terrain. Donc, on a les modalités d'impression. Donc là, je suis par exemple un oncologue, je suis en train de réaliser mon PPS, je souhaite l'imprimer pour le remettre au patient. Donc là, j'ai le choix entre 3 modalités d'impression. À l'origine, il y en avait seulement 2, celle que vous a présentée Catherine avec les semaines calendaires, ou celle que vous a présentée Émilie avec vraiment un calendrier beaucoup plus détaillé. Et à la demande des pneumologues du CHU du Mans, on a rajouté une 3e modalité d'impression qui est du coup une impression où on n'a pas de date. Les différents traitements sont positionnés les uns par rapport aux autres. Donc là, on a estimé que c'était une évolution qui pourrait intéresser l'ensemble des médecins de la région. Donc pareil, on a fait évoluer le module PPS du DCC. Autre évolution toute récente, elle date de fin mai, c'est l'évolution du calendrier des traitements et des soins de support. Donc là encore, je suis oncologue, je suis en train de créer mon PPS et je suis en train de positionner mes différentes dates de traitement les unes par rapport aux autres. Donc si je prends l'exemple de ce PPS, donc je vois que j'ai une légende en haut à gauche, donc j'ai déjà positionné mes séances de chimiothérapie, qui sont les cases 2 en bleu, mes séances d'APA, qui sont les cases 3 en vert, et mes surveillances actives, donc les scanners, qui sont les 4 en jaune. Et je souhaite positionner, par exemple, ma chirurgie. Je sais que ma chirurgie, par exemple, intervient une semaine après la date de la dernière chimiothérapie. Donc là, je vois chimiothérapie, le 2 en bleu. La date de ma dernière chimiothérapie, c'était du coup le lundi 14 octobre. Et ben, je vais pouvoir positionner ma chimiothérapie le lundi 21 octobre. Parce qu'on peut visualiser les dates qui ont été précédemment sélectionnées. Ce n'était pas le cas avant. Et là, ça facilite encore une fois le remplissage du calendrier de traitement et soins de support. On travaille en ce moment sur d'autres évolutions, notamment la refonte du visuel du PPS pour coller le plus possible à celui de la fiche RCP qui a évolué en septembre 2023. On travaille aussi à l'intégration de l'identité nationale de santé au sein de ce PPS et également, donc en cours de travaux, la création de séquences de traitement dans les préférences utilisateurs. Donc ça, ce serait pouvoir programmer un bloc de traitement, pareil pour toujours faire gagner du temps aux professionnels lorsqu'il va créer ses calendriers de traitement soins de support. Pardon. Et enfin, pour compléter tout cet accompagnement qu'on propose en COPL, on a aussi développé des outils d'aide tels que le manuel utilisateur en ligne, qui est accessible pour toute personne qui a un compte DCC. Donc dans la rubrique aide, qui va retracer les différentes étapes de création du PPS jusqu'à son envoi. Pareil, disponible pour toute personne qui a un compte DCC. Également dans la rubrique aide, on a les tutos vidéo. Donc comment créer un PPS, préférences utilisateurs PPS, ce sont des très courtes vidéos. Et enfin, des fiches pratiques qu'OnCOPEL a créées de ce qui s'appelle la boîte à outils déploiement PPS. Donc celle que je vous ai présentée au tout début, l'aide à la construction d'un processus type de remise du PPS, elle en fait partie. On a également développé d'autres fiches comme l'aide à la création des préférences utilisateurs PPS dans le DCC. Elles n'y sont pas encore, mais elles seront bientôt disponibles sur le site internet d'OnCOPEL. Mais en tout cas, n'hésitez pas sinon à nous envoyer un mail et on vous les fera parvenir. Pour conclure la présentation d'OnCOPEL, on se tient vraiment à la disposition des professionnels pour vous aider, que ce soit dans la réflexion sur comment pouvoir intégrer le PPS dans votre pratique ou pour tout ce qui concerne l'utilisation pratico-pratique de l'outil. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Mathilde. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Docteur Zambon, je me suis permise de répondre directement dans le chat. Alors, est-ce qu'une IDE peut... Alors, donc, question du service hémato du CHU d'Angers. Est-ce qu'une IDE peut avoir un compte DCC? Tout à fait. Tout professionnel de santé qui intervient dans la prise en charge d'un patient atteint de cancer
peut avoir un compte DCC et selon le profil, vous avez des droits d'accès en écriture ou en lecture. Et donc à savoir que les IDE peuvent effectivement, tout comme un médecin, écrire et donc compléter des PPS. Et pour ça, il suffit simplement. Voilà, il suffit de le demander. C'est ça. Sur la page d'accueil du DCC, quand vous êtes vous allez sur le site web OncoPL, il y a un bouton Accès DCC. Là, vous tombez sur la page d'accueil et vous avez un bouton Formulaire de demande. Vous renseignez le formulaire et on vous créera un compte. Docteur Zambon, est-ce que vous avez des remarques, des questions supplémentaires? J'espère avoir répondu à toutes vos questions dans le chat. Je dirais que non. Fabienne, est-ce que... Ah, oui, merci, parfait. Fabienne, est-ce que tu veux, pour conclure, juste dire peut-être un petit mot sur un futur appel à projet qu'on attendait depuis un certain temps et qui justement parle du PPS? Alors oui, effectivement, on attendait la question, mais puis on va se l'auto-poser. Il se trouve qu'il y a un travail en cours depuis maintenant 2 ans avec l'Institut national du cancer, avec la délégation numérique en santé et au sein de nos régions avec les DSRC, les grades et aussi les éditeurs. Donc un gros travail préparatoire pour un appel à projet qui va permettre de déployer le PPS dans le DCC. C'est-à-dire que là, on était un peu en avance de phase finalement sur ce qu'on vous a présenté. Mais en gros, pour répondre à tout ce que je vous ai dit dans les textes réglementaires du début de ma présentation, eh bien, on est maintenant dans une logique encore plus d'implémentation du PPS dans le DCC et ensuite du PPS dans le DMP, du moins dans mon espace santé. Donc pour ça, il y a un appel à projet qui devrait être publié, nous pensons, on l'espère, d'ici la fin juin. C'est un appel à projet qui va venir du niveau national par le ministère de la Santé et par l'INCa et auquel pourront répondre les réseaux de cancérologie et les grades de façon à développer encore plus ce qu'on vient de vous présenter et aller vers l'interopérabilité. Puisque là, on n'en a pas parlé aujourd'hui, ce n'était pas le sujet, mais quand même, il faut bien le savoir. Catherine en a parlé tout à l'heure sur la partie appréhender l'outil numérique. On est bien dans une logique d'interopérabilité, d'interconnaissance, d'interconnexion. Et ça, c'est vraiment important de se dire que oui, on peut avoir un PPS dans son établissement qu'on a fait papier, comme Catherine nous l'a présenté très bien, et elle a mis dans son petit slide, ça communique pas beaucoup à l'extérieur, ça communique même déjà difficilement au sein de l'établissement, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes documents. Là, vraiment, l'idée du PPS dans le DCC et à terme dans mon espace santé, c'est qu'on ait vraiment un outil qui répond aux demandes de l'INCa et qui répond aussi à l'interopérabilité et qui soit homogène. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte, c'est toujours pareil, d'avoir une qualité des soins équivalente pour tous les patients et la même chance pour tous les patients. Et on part du principe que le PPS, c'est une chance supplémentaire donnée aux patients, qu'il soit bien informé, qu'il ait les bonnes informations et au bon moment. Donc voilà un petit peu un travail qui va donc normalement l'appel à projet devrait sortir avant l'été. Ça veut dire que à partir de la fin d'année, début d'année prochaine, il va y avoir des gros travaux auprès des éditeurs de DCC, auprès des grades, auprès des réseaux de cancérologie, en lien avec les établissements pour avoir encore plus d'interopérabilité, pour avoir un PPS qui soit à la fois donc, dans le DCC et qui puisse aller dans mon espace santé. Donc on est vraiment sur un mouvement en avant. Nous, on a la chance dans la région des Pays de la Loire d'avoir un DCC qui couvre pratiquement toutes les RCP de la région et qui embarque à quasiment toutes les fiches RCP pour peu qu'elles soient présentées, mais on sait que ça se fait. Enfin voilà, on est quand même maintenant dans une période où quasiment tous les patients sont présentés correctement en RCP. C'est vrai qu'on peut s'appuyer là-dessus parce qu'on a donc du démontrable sur le RCP. Le démontrable sur PPS, c'est différent. On l'a dit là, dans les différents échanges qu'on a pu avoir. Autant avoir la fiche RCP dans le DCC, c'est quelque chose maintenant d'incontournable et qui vous permet d'avoir une traçabilité, qui vous permet d'avoir une homogénéité des fiches RCP, qui permet de présenter un patient dans une RCP de recours, par exemple, lorsqu'on est dans un établissement périphérique. Donc ça, c'est quand même un grand plus. Le PPS, c'est quelque chose de différent. Quelque chose de différent parce que ça se fait au moment de la consultation d'annonce, mais à d'autres moments de la prise en charge du patient. Et puis, vous avez donc différentes organisations. On ne va pas avoir la même organisation à Saint-Nazaire qu'au Mans. On n'aura pas la même organisation en chimiothérapie qu'en chirurgie. On va avoir des chirurgiens dans les cliniques privées qui ne vont pas du tout voir la même chose que les oncologues de l'ICO. Donc,
on a besoin d'avoir cette continuité. Et là, Monsieur Zambon vient d'intervenir aussi dans le chat. C'est vrai qu'en plus, l'intérêt d'avoir ces documents dans le DCC, c'est-à-dire un dossier communicant de cancérologie pour toute la région, c'est qu'on peut donner des droits d'accès, et comme l'a très bien dit Johanna, des droits d'accès à tout type d'utilisateur avec des profils différents, en lecture, en écriture, en vérification pour l'identité-vigilance. Donc, ça veut dire que là, on l'a fait pour pas mal d'établissements, les urgentistes ont accès aux fiches RCP. On peut se dire que le PPS, encore plus que la fiche RCP, le PPS aussi va être une information vraiment riche pour les professionnels qui prennent en charge les patients et qui sont un peu autour du patient atteint de cancer et qui sont strictement dans la prise en charge du patient en cancérologie. Je prends l'exemple aussi de la ville. Nous, on a travaillé régulièrement avec l'URPS pharmacien qui nous demandait souvent d'avoir des accès au DCC parce que de plus en plus de patients maintenant ont des chimios orales et de temps en temps vont à l'officine poser des questions aux pharmaciens qui sont un peu en manque d'informations. La fiche RCP pour un pharmacien d'officine, c'est pas super évident, alors que le PPS, ça leur permettra d'avoir accès au PPS, d'avoir les mêmes informations que le patient et d'avoir des informations alors aussi basiques que le type de cancer et que le nom des professionnels et que la séquence de parcours dans lequel le patient se trouve. Donc ça, il faut aussi voir ce côté. Alors, il y a le côté pour le patient, il y a le côté en interne et il y a le côté informatif pour les professionnels du premier recours, que ce soit les IDEL, que ce soit les pharmaciens de ville, que ce soit les médecins généralistes, qui pour eux vont avoir un intérêt à lire le PPS plus encore que la fiche RCP. Et bien entendu, l'avenir, c'est que dans le DCC, on puisse avoir une interopérabilité complète avec les DPI pour que des éléments comme le compte-rendu d'anapathe, comme le compte-rendu opératoire, se mettent dans l'un et dans l'autre. On est bien conscient aussi que ça nécessite parfois des ressaisies. C'est pour ça que le modèle, comme disait Catherine, au niveau de Saint-Nazaire, qui a été choisi, de le faire directement dans le DCC, c'est de faire un choix d'un outil support pour pas être redondant et que c'est le PPS qui est fait dans le DCC qui revient dans le DPI. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors il y a une question encore de Monsieur Zambon, une incitation pour la création. Alors proposition de création automatique. L'incitation entre guillemets, comme vous le voyez dans nos réunions, nous on aimerait pouvoir inciter de toutes les façons qu'on peut. Notre seule incitation, c'est notre force de conviction et d'avoir des ambassadeurs tels que Catherine ou tels que Émilie ou tels que des professionnels qui l'utilisent et qui en sont contents. Donc là, c'est la seule incitation vraiment qu'on peut avoir. Après, l'incitation, elle vient aussi par les textes que j'ai pu présenter au début, qui, eux, ont une force. La réforme des autorisations, je pense que c'est très fort comme incitation, parce que pour un directeur d'établissement qui va être dans le cadre de la demande de son renouvellement d'autorisation, je vous dis pas que parce que les PPS sont pas en DCC, les autorisations vont tomber, on n'en est pas là. Mais voilà, ça rentre dans le droit commun, ça ne l'était pas dans les anciens textes. Donc ça montre vraiment la force de la fiche RCP dans le DCC, du PPS dans le DCC, c'est vraiment écrit dans les décrets. Donc, on est au-delà de simples recommandations de l'INCa. Et puis, la création automatique, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans le DCC, parce que comme on le disait tout à l'heure, dès qu'un patient passe en RCP, et encore une fois, on a la chance en Pays de la Loire que 100% quasiment des RCP soient dans le DCC, eh bien, dès que des informations sont saisies dans la partie RCP, au moment où le médecin appuie sur le bouton « Créer un PPS », on remonte de la RCP les informations qui vont bien. Le type de cancer, le médecin référent, l'établissement référent, plus les traitements qui ont été proposés lors de la fiche RCP. Donc, on a quelque chose un petit peu d'automatisé. Après, encore une fois, il faut qu'on soit relativement souple parce qu'on ne veut rien de bloquant, parce qu'on sait que si on est trop bloquant, eh bien, sur le terrain, ça va être compliqué. Donc, les choses qui restent bloquantes, toujours pareil, c'est l'identité du patient, c'est un moindre mal, et le type de cancer, évidemment. Mais après, il faut qu'on puisse laisser les professionnels quand même être assez souples dans leurs propositions. Et finalement, on le voit au fur et à mesure, puisque depuis 2017 que le DCC est développé dans toutes les RCP de la région, on voit bien qu'il y a une auto-amélioration à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, d'année en année, on le voit dans les rapports d'activité, les fiches RCP sont mieux remplies, il y a plus d'informations, c'est mieux structuré, parce que forcément, au bout d'un moment, il y a eu un apprentissage et la courbe d'apprentissage est arrivée et donc les professionnels s'en sont convaincus. Donc voilà la seule incitation qu'on veut faire et c'est des réunions comme aujourd'hui. Et encore merci vraiment déjà Catherine et Émilie pour le temps que vous avez donné aujourd'hui et pour le temps que vous avez donné aussi en préparation, mais surtout pour le temps que vous donnez au quotidien pour l'accompagnement de vos collègues, parce qu'il n'y a pas de meilleure démonstration en fait que celle que vous faites vous.
Parce que nous, évidemment, on peut aller dans les établissements, comme l'a dit Mathilde, et accompagner. On essaye de le faire le mieux possible avec les équipes et avec les 3C. Mais encore une fois, il n'y a pas de meilleur ambassadeur que les praticiens qui sont auprès des patients. Et ça, on en est bien convaincu. Et on sait que ça vous prend du temps. Donc voilà comment on peut malheureusement inciter et pas tellement faire plus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Johanna, je te laisse. Anne a ouvert son micro. Non, je dis juste que moi, je veux bien être formée pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai des craintes que, en fait, comme il y a eu un énorme travail fourni au sein du centre pour la création de PPS, et j'y ai passé moi-même 3 week-ends, je crains que les gens vont avoir du mal à se remettre sur un autre outil. Cela dit, moi, je veux bien me former, mais plutôt à partir du septembre, pour au moins voir ce que c'est, parce que dans certaines situations, je suis preneuse. Avec plaisir. Et dis-toi aussi que tout le travail qui a été fait, comme tu dis, au sein du centre, c'est pas perdu. En fait, c'est une base aussi. Et puis, comme l'a dit Catherine, il y a des choses qu'on peut recycler. Mais donc, c'est pas de se dire tout ce qu'on a fait, ça part. C'est vraiment justement l'apprentissage. Donc, on prend note et en septembre, compte sur nous pour venir te le montrer en direct. Ça marche, merci. Merci. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, il est 15h30. Je vous propose de conclure ce webinaire. Un grand merci pour votre participation. On espère que maintenant, vous avez tous envie de faire du PPS dans le DCC. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner. Et puis, encore un grand merci à Catherine et Émilie pour ce retour d'expérience. Et il y aura un replay. Si vous voulez en parler à vos collègues, faites-leur écouter le replay. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi.